me suis mariée, donc on s'est mariés et je suis venue dans son appartement, c'était c'est chez moi, tu ne fais aucune décoration. Et là, je me suis dit, mais comment tu m'accueilles? Donc je peux rien faire. Non, je vais pas des fleurs là, je n'en veux pas. Pareil, voilà, ça. Je te dis, mais en fait, ça te bloque. bien sûr, ça bloque, mais voilà. Mais petit à petit, on arrive à. Voilà, on a eu notre maison et là, je lui ai dit, non, maintenant c'est chez moi. Voilà. C'est savoir écouter et comprendre. Et entendre. Et entendre. Oui. D'accord. Écouter et entendre, en fait, parce que tu peux écouter la personne. Ouais, je t'écoute. Mais est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dirais même entendre et comprendre. Parce que ça aussi, on peut entendre, mais la comprendre, c'est encore autre chose. Tu poses la question parce que tu sais que c'est à moi qu'on peut poser la question. Parce que tu te connais. Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'ai abordé déjà une fois, qui est le mariage. Et aujourd'hui j'ai l'honneur et beaucoup de joie de recevoir le couple Pangui, Madame et Monsieur Pangui. Donc je vous laisse vous présenter. Ben écoutez, moi je me présente Christian Pangui et puis c'est déjà permis. Et moi, ben, c'est Marie Pangui, épouse de Monsieur Christian Pangui. Alors aujourd'hui avec le couple Pangui on va parler d'un sujet qu'ils ont déjà abordé. J'ai vu un live sur Instagram qui est le choix du conjoint. Et qui est un sujet qui touche à peu près tous les jeunes qui sont en voie du mariage et ceux qui sont déjà dedans. Donc déjà, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ça va faire. Là, ça fait 7 ans. Ouais. 7 ans. Et combien d'enfants? 4. Ah ben bien. Alors comment vous avez su, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez aussi un couple très chrétien, très pratiquant, comment vous avez su déjà la rencontre, comment vous vous êtes rencontrés? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est compliqué? C'est un secret? Non. On va essayer de le raccourcir. Ouais, en résumé, hein, vraiment. Ben, on s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Il m'a fait une demande, enfin je lui ai fait une demande sur une demande d'amis sur Facebook. D'accord. Parce qu'il était toujours en suggestion d'amis sur Facebook. D'accord. À chaque fois que je me connectais sur Facebook, il était en suggestion d'amis. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais lui demander en ami parce que je ne vois pas qui c'est, mais on a trop d'amis en commun. Et donc, je lui ai fait une demande d'amis et on a commencé à parler. Et un jour, tu m'as invité à l'église. Donc j'ai invité à l'église la première fois, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et du coup, je pense qu'il y a eu un petit... Ouais, et les étincelles. Des étincelles, des coups, des papillons, tout ça, un mélange de tout ça. Et du coup, depuis 2009, ouais, 2009, du coup, donc ça fait 7 ans qu'on est mariés, et ça fait 14 ans, ouais, ah oui, c'est 14 ans, c'est beaucoup. On s'est connus, on avait 21 ans, et du coup, donc, et ben voilà. Et bien, ils ont 24 aujourd'hui. Exactement. Ils en ont 24. D'accord. Ben, vous voyez comme quoi c'est le destin, on ne sait jamais, hein, vous avez toujours la notification suggestion d'amis, c'est le destin des fois qui nous appelle. Voilà. Ça. Et selon vous, pour vous, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer au niveau de déjà pour vous mettre ensemble, pendant votre parcours, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Alors, les difficultés qu'on a pu se rencontrer avant qu'on puisse se marier. Avant de se marier et après, mais on va commencer par avant. Oui. Bah, avant de se marier, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'âge? Parce que du coup, donc, à un certain moment, du coup, donc, on a des ambitions, mais comment les concrétiser? 21 ans, on est quand même assez jeune, quand même, hein, donc, selon moi. On n'est pas encore assez... établi au niveau de la société, financièrement, même psychologiquement. Donc voilà, donc il y avait déjà eu ça. Et puis après, il y avait également aussi du coup donc, les différentes situations au niveau des familles. Soit des oppositions, on pourrait dire ça comme ça. Et, mais voilà, du coup, donc, on a quand même atteint notre objectif, essayer de réunir du coup donc les membres de nos familles, à les rallier à notre cause, tout simplement. Donc si j'essaie de raccourcir en tout cas. Oui, mais moi ça m'interpelle un petit peu quand vous dites des oppositions, c'était par rapport à l'âge, c'est ça? C'était vraiment, chacun avait
avait ses idées en fait. Hein. Chacun avait, que ce soit au niveau de sa famille, de ma famille, ou même au sein même de la communauté de l'église, chacun avait son mot d'opposition. Ah non, moi je veux pas pour telle chose, par rapport à l'âge, ils ont tous les deux le même âge, donc non, ça va pas le faire. Chacun, oh non, c'est pas la même ethnie. Chacun avait son mot à dire, chacun avait ses oppositions, et c'était, on va dire, la plus grosse épreuve avant notre mariage. C'était vraiment... Si je pourrais dire, c'est dès le moment où on a décidé d'officialiser, et de dire, bon, voilà, maintenant on veut rentrer dans le mariage, que tout vraiment... Tout s'est réveillé. Oui, tout s'est, voilà, c'est ça, ouais, tout s'est réveillé. D'accord. Ouais. C'était vraiment, ouais, c'était... du coup, donc, voilà, donc il y a eu des oppositions un petit peu donc, du côté de sa famille. Et puis après, du coup, donc, ça a été fortement donc, de ma famille. Et après, du coup, donc, sa famille avait accepté. Ma famille mais finalement, dit, sa famille a dit non. Elle ne voulait plus. Donc, c'était un petit peu du ping-pong. Et pour qu'au final, voilà, donc, on a quand même réussi. Ben oui, vous avez tenu. Ben, c'est bien, c'est bien. Et quels efforts vous avez dû fournir pendant ce temps-là? Est-ce qu'au niveau de la communication, vous étiez resté soudés? Parce qu'on sait très vite que c'est des choses qui peuvent dégénérer, déstabiliser le couple. En cas de dispute, tu peux te dire, ah c'est vrai, de toutes les façons, ils ont raison, peut-être qu'ils ont raison. Vous, comment vous avez fait pour vraiment rester soudés et atteindre votre objectif? C'était quoi votre secret? C'était vraiment pas facile parce que on apprenait à se connaître et en même temps, on a cette épreuve qui nous est tombée dessus. C'est là qu'on a réellement vu en fait la réelle motivation qu'on avait dans nos cœurs en fait. Et on avait mis Dieu au centre dès le départ en fait, dès le moment où on s'était mis en accord, lui et moi, on avance ensemble. Donc déjà, donc, il y a 14 ans, on s'était déjà dit, on avance ensemble. Et dès le moment où on a commencé à parler mariage à nos familles et qu'il y a eu les oppositions, c'est là que j'ai vu qui il était réellement. Et c'est là qu'il a vu aussi qui j'étais réellement. Nos caractères se sont révélés. Et pour ma part, j'étais très, très déstabilisée. Mais le fait d'avoir mis Dieu au centre, cette situation, cette épreuve-là m'a mis genou à terre. Vraiment m'a mis genou à terre face à Dieu. Et je peux dire qu'avant, j'étais une femme qui priait. Mais là, ça m'a vraiment rapprochée de Dieu. Mais vraiment, ça m'a vraiment rapprochée de Dieu. Je me suis vue une intercesseuse, une femme de foi. Mais je ne cache pas que j'étais très déstabilisée. Très déstabilisée. Et il y a eu des moments où je lui disais clairement que je vais laisser tomber. C'est pas possible. C'est un mariage. J'avais toujours appelé ce mariage le mariage impossible. Vraiment, c'est le mariage impossible. Il ne se fera pas ce mariage si ce n'est que Dieu qui le permet. Et après, pour toi, moi j'ai vu en toi, je dis tout le temps ça, un homme tenace. J'ai jamais vu ça. Non mais vraiment quoi. Donc je pense que c'était ça. En fait, je pense que cette ténacité s'est matérialisée par rapport à, je pense, à un but en fait que je voulais qu'on puisse atteindre ensemble. Et en fait, c'était contre vents et marées en réalité. Contre vents et marées, se dire non, j'ai envie d'avancer avec toi, c'est toi que j'ai choisi, et ça ne sera pas quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension entre nous deux, parce que c'est sa famille, c'est ma famille. En fait, non, c'est les paroles de sa famille contre les paroles de ma famille. Et comment est-ce que tu fais pour faire ressortir en fait quelque chose de ça? On aurait pu rester en fait dans le... en fait non, c'est ma famille qui a raison et c'est toi qui as tort. Tout à fait, ouais. Et fais ta vie et moi la mienne en fait. Du coup, donc on a décidé de taire en fait tout cela et de se dire, bon, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de savoir qui a raison, qui a tort? Parce qu'après, entre-temps, il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé, rajouté des choses. Donc après, essayer de trouver le vrai du faux, le deviner, c'était quand même assez difficile. Et non, c'est quoi l'objectif? Ok. Est-ce que tu m'aimes? Oui ou non? Ouais. Moi, je sais que je t'aime.
D'accord. Du coup, donc, on va arriver à notre objectif. Moi, je pense, je le sais, je le ressens, je suis convaincu. Contrairement, en fait, en tant qu'homme, je vais parler, je pense que lorsque tu sais que c'est la bonne personne, quel que soit ce qui peut arriver, tu sais que tu atteindras en fait ton objectif. C'est très intéressant ce que tu dis, puisque j'ai discuté une fois avec un homme aussi qui me disait ça. Il me dit, nous les hommes, on sait exactement ce qu'on veut. Si on ne veut pas t'épouser ou si on ne veut pas avancer, on ne le fera pas. En fait, c'est exactement ça. Parce que je pense, ou en tout cas quand je regarde mes anciennes relations, en réalité, dès le départ, je savais si oui ou non ça allait aboutir en fait à réellement quelque chose. D'accord. Est-ce que réellement ça va aboutir à un mariage ou est-ce que réellement ça ne va pas aboutir à quelque chose? Quand j'ai essayé d'analyser, je me suis dit mais en fait non, ouais, je sais que en fait ça ne va pas aboutir. Donc alors, dans cette relation avec Marie, je disais non mais c'est pas possible. Non, c'est différent. Il y a quelque chose qui est différent. Et il faut qu'on puisse arriver à faire jusqu'au bout. Justement, je rebondis sur cette petite parenthèse et tout, pour savoir justement qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était la bonne et que c'était le bon. Parce que maintenant que tu dis que tu savais exactement, quels sont les critères, quels sont les signes, les évocateurs, qu'est-ce qui te dit au fond de toi que c'est elle? Est-ce que vous avez une liste? Moi, mon mari me fait rire des fois, il me dit, moi j'avais ma petite checklist et puis voilà, il me dit ça. Je sais qu'il est plaisant, hein, mais les hommes en particulier, en même toi, Marie, les femmes, c'est sur quels critères tu t'es basé pour te dire c'est le bon? À part bien sûr sa ténacité, tu te dis il tient vraiment à moi, mais quels sont ces éléments qui te disent oui c'est le bon, il faut y aller? Ah là 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 là. Mais moi en fait, bizarrement, il n'y a pas eu de ainsi dit l'Éternel. Il n'y a pas eu de... Enfin, pourquoi je dis même bizarrement? Parce que c'est vrai que quand on entend couple chrétien, on se dit, ah sûrement elle a eu le... Dieu m'a dit. Voilà, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a vraiment pas eu de ça. C'est-à-dire que dès que je l'ai vu, en fait, dès que je l'ai vu en face, pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de fort à l'intérieur de moi. Et c'était comme une forte conviction. Je me suis dit, lui, il y a quelque chose. Mais à ce moment-là, vraiment, on n'était même pas en pourparlers, il n'y avait absolument rien. C'était la première fois qu'on se voyait. Et en plus, c'était la première fois qu'on se voyait. Mais ce que j'avais ressenti était très fort. Ensuite, au fur et à mesure, pendant qu'on conversait, je ressentais que mais c'est lui. Mais comment expliquer que c'est lui? C'était une conviction. Ensuite, quand on s'est mis en accord que, ok, on va avancer ensemble, on a mis ça en prière. Quand on a mis ça en prière, j'ai commencé à avoir des signes. J'ai demandé à Dieu des signes que j'ai commencé à voir aussi par la suite à travers les songes et aussi à travers l'observation, bien sûr. Je vois aussi à travers l'observation. De toute façon, au niveau de l'observation, on le voit dès le début par c'est par des petits gestes. Signaux d'alarme. Bien sûr, il y a des signaux d'alarme. Par exemple, moi, ce qui me retenait l'attention, c'est que il faisait très attention à comment j'allais dès le matin. Dès le matin, alors que c'était quelque chose dont je n'avais pas l'habitude, mais il cherchait toujours à avoir de mes nouvelles très tôt le matin. Même, il était très serviable aussi. Et c'était des signes. Mais tu l'es toujours. En fait, je dis, tu étais très serviable. C'était un signe que j'avais vu, très serviable. Comme là, par exemple, voilà, je pense que tu as pu le voir. L'accueil, voilà, il est comme ça et il a toujours été comme ça. Et les signes de départ qu'on voit, c'est ce qui vont se répercuter par la suite. Ce sont vraiment des signes de caractère. C'est important de le souligner parce que certaines filles se disent, certaines femmes ou certains hommes se disent, ah c'est peut-être passager, c'est peut-être parce qu'elle est jeune, ça va changer. Mais non, il y a des signes qui te montrent clairement qui est la personne et il faut les prendre en considération. Exactement, il faut vraiment les prendre en considération, même que ce soit les signes positifs ou négatifs. Mais plus négatifs, parce que négatif, vraiment, c'est des signaux d'alarme en fait. C'est ce qui te montre que ça peut un jour capoter. Bien sûr. Voilà, c'est pas des trucs à prendre à la légère et se dire on va arranger ça, on va fixer ça. Tard. Oui. Parce que plus tard, en fait, non, je pense que
pour rebondir en fait après ce que tu dis, et j'essaierai d'y répondre tout à l'heure, c'est que tu ne peux pas, en fait, enfin, vaut mieux en fait déceler les choses dès le départ, voir que en fait finalement ça ne va pas, ou que ça va, ou les signaux justement qui sont peut-être dangereux, ou les signaux qui sont peut-être néfastes pour ta vie, pour ta santé, pour toi-même, parce que lorsque tu rentres dans le mariage, je considère que c'est tellement en fait un engagement important que tu peux y laisser réellement ta vie. Que ça puisse être pour l'homme, pour la femme, tu peux réellement y laisser ta vie. Si tu tombes sur un mauvais homme, si tu tombes sur une mauvaise femme, tes parents n'ont que toi en fait. Ton père n'a que toi comme fille, ta mère n'a que toi comme fille, ton père n'a que toi comme fils, ta mère n'a que toi comme fille. Tu vois. Et c'est tellement important que c'est pas une décision à prendre en fait à la légère. Je considère en fait le mariage en fait à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et pour répondre maintenant du coup donc à ta question, selon moi, je n'avais pas non plus vraiment de checklist de me dire, mais bon, tu as dit que ton mari il en avait une. Je pense quand même qu'on en a quand même. On a quand même des préférences. Sinon, je ne serais pas avec mon épouse, tu vois. Donc je pense que, alors, il doit y avoir, selon moi, 3 critères. L'âme, le corps et l'esprit. Tu vois. Le corps, ça va être peut-être le physique, que ça puisse te plaire, qu'elle puisse être grande, petite, forte, mince, claire, moins claire, bois noir, peu importe en fait. Elle doit te convenir, elle doit te plaire réellement. Parce que si aujourd'hui elle ne te plaît pas, c'est pas demain. C'est pas demain qu'elle va te plaire. Et finalement, ben, tu iras voir peut-être ailleurs, sur quelque chose en fait qui te correspond. Et généralement, quand tu vois ça, c'est rien à voir en fait avec la femme que tu as à la maison ou l'homme que tu as épousé, mais rien à voir, mais 2 mondes complètement différents. Donc je pense que c'est quand même important. L'âme et l'esprit également, enfin, c'est-à-dire quels sont tes hobbies, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, quelles sont tes convictions religieuses, qu'est-ce que tu apprécies dans la vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie. Et tu verras qu'en fait, il y a des choses, ça ne peut pas forcément matcher en fait. Si tu as une façon de penser complètement différente de l'autre, je pense que si c'est vraiment aux extrémités, ça va être compliqué même dans la vie. Parce que penser différemment, on peut, mais quand c'est à l'extrême et que ça ne peut pas matcher dans le couple même, vous allez vous foncer vers le mur. Non, totalement, tu vois. Donc il y a ces critères-là. Il faut que ça puisse être une personne qui puisse t'attirer, une personne qui puisse être que tu puisses apprécier. Chaque matin, tu vas voir son visage. Donc si déjà en fait là il t'énerve, ou déjà là tout de suite là il t'énerve, frère, sœur, c'est le moment de. C'est le moment de. Vous avez bien raison. Et donc, après mariage, vous êtes mariés, ça s'est bien passé, je suppose. Quels obstacles vous avez rencontrés après? Parce qu'une fois que le mariage est fait, c'est plus trop la famille, c'est vous deux. C'est 2 individus à part entière. Vous apprenez à vous connaître, 2 éducations, 2 mondes. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Comment vous avez pu les surmonter? Les difficultés, ça serait selon moi difficile de pouvoir en nommer. Après, je ne sais pas peut-être que toi tu vas réussir. Non, mais tu te rappelles la première difficulté entre nous deux à la maison. Moi, en tout cas, ça m'a marqué. On en a parlé même encore. Mais oui, on en a parlé hier et aujourd'hui. Ce matin, là, on en a parlé. Pour oui, ça pour la nourriture? Ouais, parce qu'en fait, moi... avant de rentrer dans le mariage, mes parents m'avaient donné l'autorisation de vivre, en fait, je crois, 1 ou 2 mois chez nos parents de mariage. D'accord. Donc j'ai vécu 1 ou 2 mois chez nos parents de mariage et chez ma marraine. Donc je voyais tout ce qu'elle faisait. Elle a l'habitude d'accueillir des pasteurs et tout. Donc quand on était à la cuisine, on préparait, on servait et la table était tout le temps remplie. Maintenant, moi, quand je suis rentrée dans le mariage, je suis rentrée dans ce mood-là. Je me suis dit, lui là, il faut que je le prépare bien, il faut que je le nourrisse bien et tout ça. Donc la table était vraiment tout le temps garnie, remplie. Il avait le choix. Et un jour, c'était quelques jours, t'as même pas laissé passer 2 semaines.
il s'est énervé sur la table. Il a dit, mais c'est quoi tout ça? Non, 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 moi je peux pas. Je lui ai dit, mais comment ça tu peux pas? Mais non, mais c'est trop. Mais comment ça c'est trop? Moi, on m'a appris comme ça. Mais non, mais il m'a dit, mais avec moi, c'est pas comme ça. Moi, ça me coupe l'appétit. Et ça m'a blessée. Ça m'a blessée parce que je me suis dit, mais pendant tout ce temps, on m'a appris comment accueillir, comment s'occuper de son mari, etc. Je le fais et avec lui, c'est pas ça. Ça m'avait blessée au début et au final, il m'a fait comprendre que il faut que tu t'adaptes en fait en fonction de moi, pas forcément en fonction de tout ce que tu as appris, mais en fonction de moi, de ce que j'aime. Donc, monsieur, lui, si tu veux lui mettre son petit pain avec saucisson, fromage, ça lui va. Ah, moi, ça me va. Et moi, c'était tellement difficile. Ça, c'était pour moi le premier... Ah ouais? Ouais, quand même. Quand même. Si j'en parle jusqu'aujourd'hui, c'est que non. Ça va. C'est vrai. Bien sûr. J'ai pas l'habitude en fait. T'as pas eu l'habitude? J'ai pas eu l'habitude. C'est normal, c'est parce que t'as été... Alors, ouais, t'as été préparé comme ça. C'est ça. Tu vois. Maintenant, effectivement, moi je suis pas comme ton papa, je suis pas comme... Après, est-ce que tu n'as pas justement confondu le fait de recevoir des gens et le quotidien? Parce que ça, c'est important aussi. Quand tu reçois du monde, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une table garnie. Et quand vous êtes à la maison, non, mais moi je voyais comment maman, ma reine, elle servait son époux. Donc, bon... Non, il avait toujours le choix en fait. C'était pas non plus... En fait, c'est juste qu'il y avait le choix. Et lui, après c'est vrai que c'était quelque chose pour lequel on aurait dû peut-être en discuter. On n'aurait pas pu en discuter parce que ouais, peut-être que... Il n'y avait pas eu l'opportunité. Puis c'est tombé là. C'est tombé là. Après oui, des obstacles, oui, on a... Dans le mariage, c'était les caractères qui se sont... s'entrechoquent. C'est normal. Donc elle est issue d'une famille. Elle a grandi pendant X années, 28 ans à l'époque. J'ai grandi également aussi pendant X années avec des habitudes, avec ma façon de vivre. Je vivais aussi donc tout seul. Et après, du coup, donc, elle est rentrée à la maison. Donc, il y a tout ça en fait qui se mélange. Selon moi, je pense que c'est normal qu'il puisse y avoir en fait ces confrontations-là. Parce que moi, je le dis comme ça. Quand on sort, avant de se marier, et qu'on va se rencontrer dehors, tu vas te mettre toute pimpante, tu vas te mettre toute propre, etc. et tout. C'est pas la réalité. Tu vois, c'est pas vraiment la réalité parce que t'es déjà apprêté en fait. Ouais. Tandis que quand tu vis avec la personne dans la même maison, c'est là que tu verras que jusqu'encore ce matin, elle me dit, mais non, c'était hier, elle me dit, non, mais s'il te plaît, tes vêtements, mets-les dans le panier, tu vois. Ouais, parce tes qu'on met tout à côté du panier. Le panier est là, mais c'est un truc, à côté. Les hommes, dites-nous, parce que pareil, j'ai le même à la maison, c'est là, mais non, je crois que c'est compliqué. Je crois que le petit geste, ouvrir le panier, ça va être compliqué. Ah, mais on a envie que vous puissiez peut-être nous accompagner. Mais tu vois, c'est des petites choses comme ça qui peuvent très vite déclencher. Bien sûr. Et elle est très bonne. Oui. Très bon. Ouais, c'est des petites choses comme ça. Même au début, par exemple, je me suis mariée, donc on s'est mariés, je suis venue dans son appartement. C'est chez moi, tu ne fais aucune décoration. Et là, je me suis dit, mais comment tu m'accueilles? Donc je peux rien faire. Non, je veux pas tes fleurs là, je n'en veux pas. Pareil, voilà, ça. Je te dis, mais en fait, ça te bloque. Bien sûr, ça bloque, mais voilà. Mais petit à petit, on arrive à. Voilà, on a eu une autre maison et là je lui ai dit, là maintenant c'est chez moi. Voilà. C'est marrant puisque ça se rapproche un petit peu de mon histoire aussi. C'était ici, c'est chez moi. Et tu vois, ok, et on n'arrêtait pas de se prendre la tête. Et puis à un moment donné, on déménage et je dis, tu sais quoi, maintenant ici c'est chez moi. Et tu reprends les rênes. Et c'est marrant parce que vous trouvez quand même votre terrain d'entente et ça c'est très important. C'est ça. C'est vrai que c'est important. Mais après, je pense que c'est le cheminement, c'est le parcours de la vie. Et alors, maintenant, comment en fait on a réussi peut-être à surmonter ça? Ça passe vraiment par la communication, le dialogue. Je sais qu'on le dit très souvent, qu'il faut communiquer, qu'il faut dialoguer, mais c'est vraiment en fait la clé. Et au-delà en fait, il y a écouter et entendre. Je peux écouter et je peux t'entendre.
Donc Christian, tu disais il faut savoir écouter et comprendre. Et entendre. Et entendre. Oui. D'accord. Écouter et entendre en fait, parce que tu peux écouter la personne. Ouais, je t'écoute. Mais est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que tu peux écouter, tu peux mettre la télé, mais tu n'écoutes pas. Tu vois. Mais est-ce que tu entends ce que je dis? C'est important de pouvoir en fait avoir cette communication. Et je dirais même entendre et comprendre. Parce que ça aussi, on peut entendre, mais la comprendre, c'est encore autre chose. C'est là en fait, c'est vraiment là. Du coup, donc, pour en fait réussir à passer ces étapes-là et à grandir et avoir de la maturité dans une relation, ça va vraiment passer par là. Et c'est, il y a aussi une autre phase, c'est avaler sa fierté. Il n'y a plus de je, c'est nous. Et généralement, quand il y a des embrouilles, c'est non, mais de toute façon, moi, et puis de toute façon, moi, et puis de toute façon, il lui disait, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous. Donc, soit on va avancer ensemble, de toute manière, on est obligé d'avancer ensemble, par rapport déjà à notre passé, par rapport à comment en fait on est rentré dans le mariage. Donc, c'est nous en fait. Et donc, on doit réussir à se comprendre. Et même ça, c'était une éducation, enfin une éducation qu'on a eue en fait avant le mariage. C'était que pendant qu'on avait des problèmes, des conflits, on ne dort pas tant qu'on n'a pas réussi en fait à régler le problème. J'aime bien, j'entends souvent ça, on ne va pas dormir sans réussir. Oui. Est-ce que dans la réalité, est-ce que ça se fait? Franchement, est-ce que vous n'avez jamais réellement dormi fâché? Avant le mariage ou pendant le mariage? Après le mariage. Après le mariage? Avant, je pense qu'on essaye toujours un petit peu. C'était beaucoup plus facile, je trouvais même d'ailleurs. Après le mariage? Avant. C'était plus facile. Je pense qu'avant, c'est... T'es au téléphone, et puis t'as envie de passer... Comme passer à autre chose. T'as envie de passer à autre chose, et puis comme je disais tout à l'heure, t'as envie demain en fait on va se voir, t'as envie de passer une bonne journée, t'as envie d'être prêt en fait. Donc après le mariage, c'est vrai que c'est difficile. Et justement, c'est là où je parlais justement tout à l'heure de maturité. Le mariage, selon nous en tout cas, c'est pas pour les petits garçons, c'est pas pour les petites filles. Mais on ne l'est pas encore, on le devient. Tu vois, on devient mature ensemble, on grandit ensemble. Peu importe l'expérience que tu as pu avoir dans le passé, peu importe l'âge que tu peux avoir, on va grandir ensemble et on a une maturité. Tu vois. Mais il faut la volonté, je pense, des deux. Bien sûr. Oui, c'est clair. Parce que, par exemple, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, malgré tous tes efforts, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères? Tu abandonnes? Tu lâches la fin? Parce qu'il y a des cas, vraiment où tu as l'impression de tout donner, mais la personne bloque. Comment tu peux justement... on ne transforme pas les gens. Moi, je pense que les gens changent, mais c'est une volonté personnelle. Mais on ne change pas les gens. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves face à une situation, quand tu as quelqu'un qui est vraiment buté, qui ne veut rien entendre? Qu'est-ce que tu fais quand je suis comme ça? Tu me poses la question parce que tu sais que c'est à moi qu'on peut poser la question. Parce que tu te connais. Non, mais c'est vrai que, comme je disais, il est très tenace. Et lui, c'est comme ça. Il est tenace dans ses principes et dans ses idées. Et quand il a une idée, si selon moi l'idée n'est pas bonne, pour la lui faire enlever, c'est extrêmement difficile. Je lui dis à un point, moi des fois, comme il dit, je suis tellement désespérée que je parle à Dieu en fait. Je prie même par rapport à ça. Quand je vois que je ne peux rien faire par rapport à ça, je le mets entre les mains de Dieu. C'est ce que je fais. Le dialogue n'est pas passé, la communication ne passe pas, crier ne passe pas, essayer de parler aux parents ne passe pas. Dieu. Là vraiment c'est Dieu et je demande à ce que Dieu puisse vraiment toucher son cœur pour intervenir et c'est ce que je fais. C'est comme ça que je procède. Après c'est vice versa. Oui. C'est vice versa en fait. Enfin, moi je pense que pour nous en tant que chrétiens, la meilleure arme que nous pouvons avoir, en fait, ça va être la prière. Tu vois. Donc, dans des situations où ça va être très, très compliqué, très, très difficile, ça va être ça. Voilà, quand c'est des situations très compliquées. Mais la chose également qui va être le plus important, selon moi, c'est
c'est vraiment d'en parler. C'est de ne pas rester en fait... en parler entre vous. En parler entre nous. Mais tout à l'heure, elle a dit aussi quelque chose d'important, c'est d'en parler également aussi si on a un parent. Justement, est-ce que ces interventions externes, est-ce que selon vous, elles sont importantes ou pas? Nous, ça nous a aidés personnellement. Tu vois, on a eu certaines situations où voilà, donc c'était très conflictuel, c'était très difficile, le fait... Oui, donc tu disais, Christian, l'intervention des parents nous a vraiment en fait personnellement aidé en fait à nos débuts. À nos débuts, en fait, ça nous a vraiment aidé parce que comme je te dis, c'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est un environnement que tu ne connais pas. Avant de rentrer dans le mariage, ce qu'on a analysé, c'est nous, on est en train de se battre pour rentrer dans le mariage. Mais il y a des gens qui sont dans le mariage, qui sont en train de se battre pour en sortir. Tu dis, mais attends, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe en fait? Et tu vois, donc il y a cette frontière-là, il y a cette porte-là, en fait, on est en train de se confronter, tu vois. Nous, on est célibataires, on a envie de se marier, et en fait, parce qu'il y a des réalités derrière là-dedans, en fait, que tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée, en fait. Et c'est pour ça que je disais tantôt, de bien choisir, en fait, son conjoint. Non, attends. De bien choisir son conjoint, sa conjointe, parce que tu peux réellement, en fait, y laisser ta vie. Tu vois. Et le fait d'avoir en fait des mentors, le fait d'avoir des conseillers, le fait que nous on est chrétiens, donc le fait d'avoir peut-être un pasteur ou du moins une personne de confiance à tous les deux, pas simplement que pour l'homme ou pas simplement que pour la femme, mais que tous les deux, que vous puissiez avoir une personne, un référent qui sait vous parler en fait, en réalité. C'est-à-dire que je sais que lorsque cette personne-là va venir, lorsque je vais lui parler de nos problèmes, ma femme va l'écouter. Ma femme sait que cette personne-là, moi aussi, je vais l'écouter parce que je lui porte de l'importance. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, qui va être la chose la plus importante, selon nous, au début d'un mariage. Et après, donc, il vous accompagne au fur et à mesure. Et petit à petit, c'est comme l'enfant, tu vois, donc il te laisse, tu vois, tu vas tomber. Tu vas te faire mal, c'est normal, c'est le début. Et au fur et à mesure, après, tu deviens comme une seule mode. C'est vrai. Et toi? Pour moi, c'était... l'intervention des... Ah oui, ah oui, non, mais moi, c'était... oui, malgré, voilà, on a eu des enseignements avant, on s'est renseigné sur les enseignements, on a lu beaucoup de livres, c'était vraiment comment rentrer dans le mariage, comment on a été enseigné. Mais une fois dedans, sur le terrain, non, c'est... Théorie. Ben oui, il y a la théorie et la pratique. Et là, tu vois que non, c'est autre chose. Tu rentres dedans et puis tu dis, mais non, en fait, limite, tu as envie de sortir de là. Et c'est là que, oui, effectivement, l'intervention des parents a été plus que primordiale. Pour notre part, oui. Mais parce qu'on a fait aussi le bon choix des parents. C'est super important. C'est comme il a dit, pas obligé que ce soit des parents. La personne que vous pouvez écouter et qui vous parle bien. Une personne qui est un couple neutre ou une personne qui est neutre et dont vous savez que l'homme et la femme pourra vraiment bien écouter. C'est voilà, une personne de confiance en qui vous pouvez quand même ouvrir votre cœur. Et on se base sur quoi justement sur le choix des parents? Vous partez, qu'est-ce que vous pouvez recommander aux jeunes sur les choix qui s'engagent bientôt ou qui sont sur la voie du mariage, choisir son parrain? On se base sur quels critères? Parce que c'est vrai, choisir son conjoint, on a des critères, mais le parrain, la marraine aussi, c'est très important. Parce qu'il y en a qui peuvent t'induire en erreur, qui donnent un conseil qui a peut-être fonctionné chez elle et qui ne va pas être retourné vers chez toi. On a donné l'exemple de la table garnie, tu vois. C'est des petites choses qu'on peut trouver peut-être bêtes, mais qui peuvent arriver. Alors en fait, moi je pense que pour choisir un parrain, votre parrain, alors on parle de parrain, je vais parler de conseiller aussi, tu vois. C'est ça en fait. Bon, nous on est chrétiens, la personne qu'on a choisie c'était un pasteur, tu vois. C'est pas forcément obligé qu'elle puisse être un pasteur, mais c'est vraiment une personne que vous allez considérer
à un certain niveau, en fait, qui est déjà arrivé, qui a déjà de l'expérience. Exemple, on vient de se marier. Je ne vais pas prendre comme parrain de mariage mon ami qui s'est marié il y a 1 an, il y a 2 ans, tu vois. Non, c'est... L'expérience, en fait, tu vois, donc on a besoin en fait de l'expérience, comme Thomas dit, l'expérience prouve que... Mais c'est vrai, l'expérience, c'est ça, ouais. en fait, Nous, on était vraiment très exigeants là-dessus, sur le choix du parrain, on était très exigeants là-dessus, et on a aussi regardé leur vie, leur couple, voilà, leur couple, leur vie, leur façon de vivre, comment ils géraient leur vie avec leurs enfants. Comment ils associent. En fait, en fait c'est ça. Tu as besoin. C'est comme si on parlait de comment est-ce que tu dois choisir ton mentor, tu vois. C'est en fonction des exploits qu'il a déjà accomplis, en fonction de là où est-ce qu'il est déjà arrivé, tu vois. Donc voilà. Et puis oui, il faut que ça colle, il faut qu'il y ait une certaine confiance, il faut arriver aussi à ouvrir son cœur. Si on a du mal, c'est même pas la peine. Tu ne peux pas choisir un parrain. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, toi tu veux dire. Ouais, non, mais quelqu'un en qui tu as du mal à te confier, c'est pas possible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça doit être une personne que tous les deux vous avez choisi en fait. Oui. C'est trop important. Ouais. Parce que supposons, je dis n'importe quoi. Ça puisse être sa tante, tu vois, ou que ça puisse être je sais pas, une personne que elle a grandi avec cette personne, etc. En tant qu'homme, ça peut être un petit peu frustrant, ça peut être un petit peu, il peut y avoir en fait une forme de barrière. Parce que psychologiquement, tu vas te dire, je vais parler avec elle, c'est sa tante, bien sûr. Et puis de toute façon, il y a déjà un parti pris quelque part, tu vois. Je trouve que c'est pas le cas, mais tu vois, donc dès que tu as déjà cette pensée-là, vaut mieux accepter aussi que la femme, tu dois aussi accepter que ça ne sera pas ma tante. Même si, tu vois, donc elle t'a donné des conseils, etc., il faut que ça puisse être vraiment une personne que tous les deux, vous avez choisi. Tu vois, c'est vraiment, en fait, de la même manière que c'est l'union d'un mariage, de la même manière que vous devez choisir ensemble votre parrain, vous devez choisir ensemble, je dis n'importe quoi, là où est-ce que vous devez habiter, vous devez choisir ensemble là où est-ce que vous voulez que votre enfant puisse aller à l'école. Ce sont des choix que vous devez faire ensemble. Et aussi la partie spirituelle, bien sûr, parce que ce qui découle d'eux découle aussi sur nous. Ils ont aussi une certaine autorité spirituelle sur nous. Donc très important aussi quand même de voir l'aspect spirituel et de... Oui, quand même de savoir dans quel état spirituel ils sont aussi. C'est vraiment très important. Après là, tu parles peut-être pour nous en tant que chrétiens. Oui, là je parle. Maintenant, tu vois, donc, supposons qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens. D'accord. Alors à ce moment-là, moi... C'est plus que tu vois, l'exemple qu'il donne. Qu'il dégage. Et puis si vraiment... Enfin, je sais pas, mais il existe également aussi, tu vois, donc comment on appelle ça, est-ce que je peux appeler ça des psychologues, pas forcément des psychologues, mais comment on appelle ça, conseillers conjugaux. Conseillers conjugaux. Ouais, tu vois, il peut exister. En fait, il y a toujours des solutions. Tu vois. Tu n'es pas forcément chrétien, je ne sais pas si dans ta chaîne il n'y a que des chrétiens ou pas, mais en tout cas, il peut y avoir aussi des conseillers conjugaux et justement donc, leur but, leur métier, c'est ça, c'est de conseiller, c'est de vous accompagner afin qu'il puisse y avoir en fait, c'est un conciliateur en fait, qu'il puisse y avoir en fait de l'entente entre vous. Parce que si vous vous êtes mis ensemble, c'est qu'au départ il y avait quelque chose en fait. Bon, c'est très enrichissant, je suis très contente parce qu'on partage de manière fluide et j'aime bien ça. Donc il y a un sujet aussi qui revient souvent, et ça on ne va pas se le cacher, les finances. Ça c'est avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les amis, mais surtout en couple. C'est difficile les finances. Des fois on peut se retrouver, madame est dépensière, c'est un exemple, ou monsieur est dépensier, ou vice versa. Au niveau des finances, vous, comment vous avez pu mettre tout, est-ce que c'est tout de suite, vous en avez parlé avant le mariage ou après le mariage, ou vous avez découvert pendant le mariage, comment vous vous mettez d'accord sur les points, le côté financier, pour vous, selon vous, quels arrangements doivent être mis en place pour justement gérer le budget de la famille, de la maison? Alors, qui fait quoi, qui apporte quoi? Qui fait quoi, qui apporte quoi? Ça, c'est, je pense, des choses qui doivent se faire dès le départ. Enfin, dès le départ, dès que
vous savez que vous avez le projet du mariage qui a déjà été avancé, vous savez que vous êtes... voilà. C'est sûr que c'est lui, c'est sûr que c'est elle. Donc, il faut en discuter dès le départ. Dans notre cas, il y a des situations qui ont fait qu'elle a découvert pendant le mariage, sur lequel, en fait, financièrement, c'était n'importe quoi de mon côté, tu vois. C'était vraiment n'importe quoi. Et parce que j'arrivais pas forcément à gérer bien mes finances. Du coup, forcément, étant marié maintenant, que ça puisse être des dettes ou que ça puisse être une situation financière qui n'est pas stable, va impacter la famille et va impacter le foyer. Tu vois. Du coup, parenthèse, ça amène également aussi des conflits, ça amène aussi des tensions dans le couple. Parce que on n'en a pas discuté en amont. On n'a pas été au clair par rapport à ça. Voilà. Donc, oui, moi je pense que c'est important. Moi, vraiment le conseil que je peux donner justement par rapport à ce qu'on a pu voir, il faut être transparent avant le mariage. Être transparent. Et malheureusement, il y a eu trop de cas comme ça où l'homme n'était pas totalement transparent avant le mariage et la femme a fini par découvrir dans le mariage. Mais en fait, en vrai, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est qu'on puisse le découvrir dans le mariage. Et c'est pas forcément quelque chose de grave, mais le fait de découvrir, on aurait peut-être souhaité le savoir avant pour amorcer ou je sais pas, pour mieux gérer. Mais le fait que, moi je pense que l'homme quelque part, il a cette crainte-là en fait. Avant de rentrer dans le mariage, il faut que tout soit parfait et elle ne doit pas savoir certaines choses. Sauf qu'elle va finir par le savoir. Et c'est là que le conflit peut... Donc en ce qui concerne la gestion financière, moi je pense que c'est dès les préparatifs. Dès les préparatifs, on sent qui est beaucoup plus fort au niveau de la gestion administrative, qui est plus fort au niveau de la gestion, je sais pas moi, de l'organisation, la planification. On l'a tout de suite vu ça avant le mariage. Moi, je savais que avant le mariage, tout ce qui était organisationnel, c'était lui. Lui, tout ce qui est organisation, que ce soit le mariage, c'est lui qui a organisé de A à Z. Moi, j'étais vraiment, j'avais juste à choisir ma robe et c'est tout. Et le make-up, tout ce qui était organisation de A à Z, c'était ça. J'ai vu son point fort là-dedans. Après, en ce qui concerne la gestion financière, c'est plus moi. Et quand bien même dans ça, je ne suis pas forte. Mais j'ai fait quand même appel à un ami, pendant qu'on avait eu les difficultés dans notre mariage, j'ai fait quand même appel à un ami proche, il est directeur dans la comptabilité. Et c'est d'ailleurs mon beau-frère, le mari de ma soeur. Je lui ai demandé conseil. Est-ce que tu peux nous conseiller comment gérer notre foyer financièrement? Il nous a donné une ligne directive qu'on a suivie et ça a bien marché. Maintenant, c'est vrai que il y a des mois où c'est moins facile, il y a des mois, voilà, il y a des mois c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que le sujet des finances, c'est un vrai sujet dans le mariage. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est être transparent. Être transparent dans le sens où, voilà, moi mon salaire c'est ça. Mon salaire c'est ça. Ok, du coup, il n'y a pas de... Qui prend quoi, qui fait quoi? Alors maintenant, qui prend quoi, qui fait quoi? Ça c'est selon nous, on s'organise. Voilà. Moi je prends ça, toi tu prends ça. Et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur la logique que celui qui gagne plus paye plus? Plus. Non. Non, parce que si c'est la femme qui gagne plus que l'homme... Justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que si la femme gagne plus que l'homme, est-ce que l'homme, toi en tant qu'homme, tu te sentirais à l'aise qu'elle prenne plus de charges? En fait, non. Alors, pour répondre à ta question, si la femme gagne plus que moi, si mon épouse gagne plus que moi, du coup, même aujourd'hui, c'est le cas, tu vois, pour être clair et transparent, c'est le cas. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je fais en sorte de compenser. Alors, j'ai différentes autres activités qui permettent, du coup, si on parle vraiment de salaire de base, qui va me permettre de compenser, voire d'aller au-delà. Mais en termes
de dépenses liées en fait au foyer, on arrive en fait à être équilibré. C'est-à-dire que l'un ne paye pas plus que l'autre. Et du coup, donc, notre mot d'ordre, c'est en gros, mon argent c'est ton argent c'est mon argent. Et moi. Ouais. Mais voilà, ministre des Finances. C'est vrai. Oui, très bien. Non, c'est vraiment important. En vrai, je pense que c'est ça qu'elle va dire, c'est qu'il faut être honnête. Ouais, il y a des choses en fait sur lesquelles tu ne sais pas gérer. Faut dire. Tu laisses en fait. Oui, tu dis la vérité, je ne sais C'est pas ça en fait toi qui va me diminuer, parce que je sais que de ce côté-là en fait, je suis pas fort. Mais dans un autre domaine, je sais qu'elle n'est pas forte. Du coup, donc ça fait qu'on se complète. Vous complétez, tout à fait. Et c'est valorisant, je trouve que c'est très valorisant de savoir reconnaître ses faiblesses. Certaines personnes se disent non, je suis un homme, je ne peux pas être. Non, c'est valorisant des fois de voir un homme se dire ça, je ne sais pas faire, je laisse madame faire. Ou vice-versa. C'est valorisant plutôt que de se dire je vais le faire et de le faire mal. Ah oui. Et d'avoir des fois, je sais pas, parce que moi des fois je titille aussi monsieur comme ça et tout, je lui fais ah ben je pensais que tu savais le faire. Tu vois, tu titilles un petit peu et il y en a d'autres, moi je le fais dans le temps de la blague bien évidemment, mais il y a d'autres où peut-être qu'il avait tellement mal géré le dossier, il a frustré la personne en face et la personne tire un malin plaisir à le voir échouer. Oui. Et ça c'est pas bien. Ah, mais c'est clair, et même là ça touche même à l'honneur de l'homme, ouais. Tout à fait. Ah, oui. Et j'ai aimé ce que Christian a dit, parce que tu as dit, même quand tu gagnes moins, tu cherches à avoir d'autres activités pour compenser, et ça c'est bien. Pour moi, j'estime, après je ne suis pas sur l'argent et tout, mais je dis, c'est important qu'un homme ait ce côté où je vais chercher plus, toujours plus, parce que c'est important. La femme, nous, c'est vrai, on a une carrière, des fois, semée d'embûches, les bébés, ça te retarde. Bien sûr. Dans le bon sens, c'est une bénédiction, mais ça te retarde. Les bébés, des fois au travail, on n'a pas les mêmes traitements, il faut qu'on se le dise, il y a des inégalités quand tu es femme, et surtout quand tu es femme de couleur. Oui, en plus. On rencontre beaucoup d'obstacles. Bien si sûr. tu veux, la carrière d'une femme, la carrière d'un homme, elle est droite, elle est complètement différente de celle d'une femme qui a des hauts et des bas, et je trouve c'est important que monsieur soit capable de chercher toujours plus pour équilibrer le ménage. Voilà, alors là je vais vous laisser la parole. Quel conseil vous donnerez? Vous êtes encore jeune, hein, on est encore jeune. Je me suis dit, le concept de ces petits échanges, c'est justement d'orienter les jeunes qui sont sur la voie du mariage ou qui sont déjà dedans et qui ont peut-être du mal sur certains dossiers. Quel conseil vous donnerez par rapport à votre expérience aux jeunes couples qui se lancent dans le mariage, sur le choix du partenaire, les critères, les choses à éviter, qu'est-ce que vous direz? Mais tu te rappelles, on avait fait une liste des choses à éviter avant de rentrer dans le mariage. Ah, c'est génial. On discutait comme ça et on s'est dit... Et vous vous êtes tenu à ça ou pas? C'était avant votre mariage? En fait, non, c'était là, en fait, on s'est dit, oui, après. D'accord. Après, on a fait vraiment une rétrospective de... oui, voilà, de notre parcours. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire d'éviter de faire avant de rentrer dans le mariage? C'était quoi déjà? Je le mets pas dans l'ordre. Tu l'avais pas noté, non? C'est toi qui avais tout noté. Mais moi, je dirais, pour ma part, vraiment, parce que c'est, on va dire entre guillemets quand même, c'est des erreurs que j'ai pu faire. Ne fais pas ce que une femme mariée doit faire à un homme pendant que tu ne l'es pas, en fait. C'est-à-dire te donner limite corps et âme auprès de la belle famille, comme si on t'avait déjà épousé. Je le dis vraiment et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber de haut une fois que le projet n'a pas été fait. Et ça laisse des séquelles, des blessures. Quand le projet a été fait, tant mieux. Mais si le projet n'est pas allé jusqu'au bout, avant ça, tu t'es donné, t'achètes tout le temps des sacs, des parfums à la belle-mère, elle te connaît à peine, mais tu l'as rempli de sacs, de parfums, je sais pas, tu lui achètes des chikwang, des sacs de riz et tout. C'est bien, mais tu t'es pas préservé. Tu t'es pas préservé. Donc vraiment, moi je parle vraiment à toutes ces filles qui veulent rentrer dans le mariage, mais qui ne sont même pas encore au stade des fiançailles et qui veulent déjà couvrir la belle famille de cadeaux.
attention, préservez-vous, faites attention parce que vous ne savez pas jusqu'à où ça peut aller. Si au final, le projet n'aboutit pas, c'est compliqué de se relever après ça. Ça laisse tellement des blessures à un point que le jour où tu rencontreras l'homme de ta vie, tu auras du mal à le faire, véritablement. Oui, parce que du coup, tu te seras déjà habitué. Non, il faut vraiment... Tu vas arriver déjà braqué. Déjà braqué et... si je fais ça, si je fais ça, voilà. Donc, vaut mieux rester, comment je peux dire ça, voilà, cordial et éviter de se donner comme pas possible ou aller faire, pour moi, voilà, il y a des stades où tu peux te permettre de faire certaines choses auprès de la belle famille, tu peux les appeler même la belle famille, mais il y a des stades où c'est pas encore la belle famille. Ça se trouve même, ils te connaissent même pas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, préservez-vous les filles. D'accord. Ah oui, du coup, donc maintenant c'est moi. En fait, on avait trouvé 10 points. Tu vois. Mais du coup, donc là, on a donné 1 sur les 10. Du coup, j'étais en train de regarder justement. Mais tu résumes, enfin, tu vas pas le dire les 10. Non, les 10 c'est pour un prochain live. Avec plaisir. Dans une relation après une rupture. C'est-à-dire, en fait, ne vous engagez pas. Si vous avez eu une déception amoureuse, ça peut être peut-être un pansement. Tu vois. Donc, ça peut être ça. Il y a beaucoup de conseils. Évitez de vous retrouver dans des lieux isolés, par exemple. Mais t'as pas expliqué pourquoi on peut pas se mettre tout de suite en couple après une rupture. Non, mais pas développer, mais juste expliquer, parce que la personne elle peut se dire mais ok, mais j'ai rompu, je suis libre en fait. Pourquoi je vais pas pouvoir non, me parce mettre... qu'il a soulevé un petit mot, ça peut être un pansement. Oui, je l'ai dit. Ça résume une relation de pansement. Ça peut être une relation de pansement, et ça se trouve, tu vois, que il y a eu des blessures, il y a eu des séquelles, tu n'as pas encore réellement guéri de tout ça. Est-ce que tu as fait en fait une analyse de pourquoi en fait qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais le redire encore comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a peut-être des points d'alerte qui t'informent que c'est pas ça en fait. Genre le gars il te frappe. Le gars, tu vois. Hors mariage, déjà dans le mariage. Je parle hors mariage. Oui. Mais déjà avant le mariage. Pendant, après. Voilà. Non. Voilà quoi, donc c'est next. Tu vois que la femme elle te ment, tu sens que la femme elle te ment, ou même s'il y a l'amour en déborder, quoi que ce soit, en fait, voilà, tu vois, donc soyez vigilants, soyez à l'affût, soyez ouverts, posez-vous des questions. Il faut que ça puisse te faire peur avant de rentrer dans le mariage. Tu ne peux pas rentrer dans le mariage bras ballants en mode oh, de toute façon, c'est pas grave. Non, ça doit être une vraie réflexion. C'est oui, je vais m'engager en fait, je vais engager ma vie. Je vais engager ma famille, je vais engager, tu vois, nous on est africains, tu vois, donc quand on se marie avec toute la famille, tu vois. Les amis, les voisins. Tout ça, donc c'est un engagement trop important. Donc, pour ne dire que ça, ne te donne pas, tout à l'heure elle le dit, mais je vais aller même encore un petit peu plus loin, ne te donne pas même peut-être physiquement à l'homme, parce que peut-être, nous les hommes, dès qu'on aura eu quelque chose, finalement, en fait, quel est l'intérêt, d'aller peut-être plus loin, tu vois. Tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur, donc, sois en fait à ta hauteur, en fait. Donc, il y a beaucoup de conseils, en fait, que je pourrais donner encore. Mais discuter, échanger, lorsque vous rentrez, en fait, dans votre relation, échanger. Est-ce que physiquement il te plaît? Est-ce que au niveau de sa façon de réfléchir, il te plaît? Est-ce que au niveau spirituel, du coup voilà, vous avez les mêmes convictions. Voilà, donc c'est peut-être voilà, donc, des signes qui vont vous permettre de prendre la bonne décision ou pas.
Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, hein, malgré mes années d'expérience aussi. Mais c'est un réel plaisir. Merci. Et pourquoi pas, à bientôt. Oui, à très bientôt. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye.